Petra, c'est l'un des endroits les plus époustouflants de la planète. C'est l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Et chaque année, plus de 2 millions de touristes viennent ici pour voir cette ville impossible, sculptée directement dans la montagne elle-même. Mais de l'extérieur, vous ne voyez que la surface de ce qui se cache sous cet endroit. Car en octobre 2024, grâce à une technologie avancée de scan du sol, les archéologues ont enfin découvert une chambre cachée qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis 2000 ans. À l'intérieur, ils n'ont trouvé ni l'or du pharaon ni quoi que ce soit provenant des histoires d'Hollywood. Ils ont trouvé quelque chose qui a secoué la communauté scientifique. Des blocs d'esprit entourés de légendes anciennes à un mystérieux calice toujours tenu dans la poigne d'un squelette. Ce qui se cache sous la pierre rouge-rose est bien plus troublant que tout film n'aurait jamais pu le suggérer. Alors, qu'est-ce qui était exactement enterré sous Petra ? Et comment cela a-t-il tout changé de ce qu'on nous a dit sur cette ville pendant plus de 2 siècles ? Comprenons-le depuis le début. Sous l'image parfaite de Petra. En 1812, dans le désert de Jordanie, un homme marchait en portant un secret qui aurait pu lui coûter la vie. Son vrai nom était Johann Ludwig Burckhardt. Il était connu sous le nom de Cheikh Ibrahim. Il avait passé des années à apprendre l'arabe et à étudier la religion juste pour atteindre un endroit que la plupart des étrangers n'étaient jamais censés voir. Lorsqu'il réussit enfin à convaincre un guide bédouin de le conduire à travers un canyon étroit appelé le Sik, il devait agir avec prudence. Un faux mouvement, un signe de curiosité, et il pourrait être exposé comme un étranger à la recherche de trésors. Et puis le canyon s'est ouvert. Juste devant lui se tenait Al-Khazn, une structure massive taillée directement dans la falaise. Mais Burckhardt ne montra aucune réaction. Il devait rester calme car même un petit signe d'excitation pourrait le révéler comme un étranger. Il se contenta de le regarder silencieusement, même s'il venait de redécouvrir Petra pour les habitants. Cet endroit n'était jamais juste un monument. Il croyait qu'il cachait quelque chose de bien plus précieux. Selon les histoires bédouines, un pharaon égyptien avait autrefois poursuivi Moïse à travers cette terre et avait utilisé la magie pour cacher son trésor à l'intérieur de cette structure. C'est de là que vient le nom Al-Khazn. Pendant des décennies, les gens lui tiraient dessus, espérant l'ouvrir et déverser de l'or, preuve d'une croyance qui refusait de mourir. Puis, en 1989, le film Indiana Jones et la dernière croisade transforma cet endroit en quelque chose de mondial. Des millions de personnes ont regardé un humble calice en céramique. Et maintenant, plus d'1 million de touristes visitent cet endroit et la Jordanie, qui n'est pas un pays très riche, en tire près de 8 milliards de dollars par an. Petra est devenu l'un des endroits les plus célèbres de la planète. Pendant des années, les gens se tenaient devant, prenaient des photos. Presque personne ne se demandait ce qui pouvait se cacher en dessous. Cela était traité comme un mur, rien de plus, jusqu'en 2024. C'est à ce moment-là qu'une équipe de recherche décida de cesser de regarder la surface. Ce qu'ils trouvèrent changea tout ce que nous pensions savoir sur cet endroit, parce qu'en dessous de cette image parfaite, quelque chose avait attendu pendant plus de 2000 ans. La découverte horrifiante. En 2024, une petite équipe de recherche arriva sur le site. Quelques spécialistes d'un institut archéologique à Amman, dirigé par un directeur de terrain qui ne cherchait ni trésor ni célébrité. Ils suivaient quelque chose de bien moins dramatique, un signal étrange sous le sol. Leur scan avait détecté ce qu'on appelle une anomalie thermique, un point sous la surface qui ne se comportait pas comme de la roche normale. Il avait une température différente, comme si quelque chose de creux, alors ils apportèrent un radar à pénétration de sol. C'est un outil qui envoie des impulsions invisibles dans la Terre. Lorsque ces impulsions frappent quelque chose de solide, elles rebondissent. Sur un écran, cela crée une image approximative de ce qui se trouve en dessous, sans creuser un seul centimètre. Ce qu'ils virent n'était pas aléatoire. Ce n'étaient pas des formes brisées ou des débris éparpillés. C'étaient 12 formes claires. C'est alors que les fouilles commencèrent. Au début, tout semblait normal. Du sable sec, des roches lâches, l'air devenait plus lourd, plus épais qu'il ne l'aurait dû au milieu d'un désert. Un courant d'air froid s'échappait d'en dessous. Pas de l'air chaud du désert, froid. À l'intérieur se trouvait une chambre scellée et à l'intérieur de cette chambre, 12 squelettes. Ils étaient exactement là où ils avaient été placés il y a plus de 2000 ans. Cela seul était choquant, car à Petra, presque chaque tombe trouvée avait été pillée il y a longtemps. Mais cela, c'était intact. Mais quelque chose d'autre semblait étrange. La chambre n'était pas sèche, les murs étaient humides, des taches sombres de moisissure s'étendaient sur la pierre. Les os eux-mêmes n'avaient pas l'air anciens et cassants. Ils semblaient mous, presque préservés d'une manière qui n'avait pas de sens. Leur corps formait un cercle presque parfait.
les mains reposant en position. Et pourtant, même cela n'était pas la partie la plus troublante, car alors qu'un des chercheurs s'approchait, quelque chose attira son attention. L'un des squelettes n'était pas les mains vides. Ses doigts étaient encore enroulés autour de quelque chose qui avait attendu là, intact, le mystérieux calice. Alors que l'équipe s'approchait en balayant les couches du temps avec des mains précautionneuses, l'attention se concentra sur un squelette en particulier. Il ne se contentait pas de gémentir là, il tenait quelque chose, encore pendant plus de 2000 ans. Pas décoré, pas en or, juste ordinaire, presque banal à première vue. Mais la façon dont il était placé, la façon dont il était tenu, rendait impossible de l'ignorer. Dans Indiana Jones et la dernière croisade, le légendaire Saint Graal n'était ni en or ni orné de bijoux. C'était une tasse humble, simple, presque négligée. Un squelette a été trouvé tenant quelque chose d'à peu près identique. On aurait dit que l'histoire avait discrètement reflété la fiction, ou peut-être l'inverse. Mais la tasse n'était pas seule. Autour de la chambre, les chercheurs commencèrent à découvrir d'autres objets, des matériaux qui ne survivent généralement pas ensemble aussi longtemps. Et si ce n'est pas détruit par le temps, ils sont pris par des pilleurs. Parce que ce n'était pas une sépulture aléatoire. Le placement de la tasse n'était pas accidentel. Selon la croyance nabatéenne ancienne, les morts étaient souvent enterrés avec des objets dont ils auraient besoin dans l'au-delà, comme si la mort n'était pas la fin mais une continuation, quelque chose destiné à une offrande finale, ou peut-être pour ce qu'ils croyaient venir après. Cela suggérait aussi autre chose. Ce n'étaient pas des gens ordinaires, des gens censés porter quelque chose dans le monde suivant et continuer à le tenir pour toujours. Et maintenant, quand vous prenez du recul et regardez l'image complète, le cercle de corps, cela commence à ressembler moins à une tombe et plus à un espace conçu. Ce n'était pas une survie primitive. Et cela soulève une question beaucoup plus grande. Parce que si les gens ici pouvaient construire quelque chose d'aussi précis, d'aussi intentionnel, alors comment ont-ils réussi à vivre dans un endroit où la survie elle-même aurait dû être impossible ? Le paysage de la mort. Quand les gens regardent Petra aujourd'hui, ils voient de la beauté. La douce pierre rouge, les façades sculptées, un endroit qui semble presque accueillant. Car dans les temps anciens, cette terre n'était pas belle. Elle était immortelle. Cette région reçoit moins de 15 cm de pluie en une année entière. Il n'y a pas de rivière qui la traverse, rien qui puisse soutenir une grande population. Et en été, la température monte à près de 40 à 45 degrés Celsius. Par toutes les règles de survie de base, cet endroit aurait dû être vide. Même les historiens anciens l'ont remarqué. L'écrivain grec Diodore de Sicile a décrit les gens ici comme différents. Il a écrit qu'ils ne cultivaient pas de récoltes, ne plantaient pas d'arbres. Ils dépendaient de la dureté du désert lui-même. Si des ennemis essayaient de les poursuivre dans cette terre, ils ne survivraient pas. Ils mourraient de soif tandis que les habitants, d'une manière ou d'une autre, enduraient. Mais le danger ici n'était pas seulement la sécheresse. C'était l'eau soudaine et violente. Le canyon étroit qui mène à la ville, connu sous le nom de Siq, semble calme. La pluie tombant à des kilomètres peut y déferler sans avertir. En avril 1963, un groupe de touristes emprunta ce même chemin. Il n'y avait aucun signe de danger, mais à des kilomètres, une tempête avait déjà commencé. En quelques minutes, un mur d'eau de près de 9 mètres de haut a déferlé dans le canyon. Il n'y avait pas de temps pour s'échapper. 22 personnes ont été emportées et tuées. Les survivants, qui ont réussi à grimper sur un terrain plus élevé, ont ensuite déclaré que l'eau atteignait encore leurs genoux, même là-haut. Cet événement unique a révélé quelque chose de terrifiant. Cet endroit ne manque pas seulement d'eau, il peut se transformer en un piège mortel sans avertir. Alors maintenant, la question devient inévitable. Comment quelqu'un a-t-il pu vivre ici et soutenir des milliers de personnes pendant des générations ? Parce que si cette terre était vraiment aussi hostile qu'elle en a l'air, alors ce que les gens ici ont accompli ne devrait pas avoir été possible du tout. L'ingénierie impossible. Pour les gens qui ont construit cette ville, ce n'était pas une faiblesse. Petra se trouvait à une intersection parfaite, juste là où les routes commerciales de l'encens en provenance d'Arabie croisaient en rente les routes menant à l'Égypte et à Rome. Et pourtant y accéder n'a jamais été facile. De l'extérieur, cela ressemblait à rien d'autre que des montagnes, de la roche solide, s'étendant dans toutes les directions, pas d'entrée visible, pas de route ouverte. Le seul moyen d'entrer était à travers un canyon étroit, un chemin caché que seuls les habitants comprenaient vraiment. Et à l'intérieur de cette forteresse, ils ont construit quelque chose d'encore plus incroyable. Dans un endroit où l'eau n'existait pas, ils l'ont traité comme de l'or.
À travers les falaises, ils ont taillé des kilomètres de canaux étroits, non pas au hasard, mais avec une précision extrême. Ces canaux transportaient l'eau à travers la ville, mais voici le détail qui change tout. Ils étaient coupés à un léger angle descendant, presque parfaitement mesuré, et l'eau aurait coulé trop vite et détruit les tuyaux. Trop plat, et elle ne bougerait pas du tout. Ils ont maintenu cet équilibre sur des miles de roches inégales, sans outils modernes, sans machines. Lorsque des crues soudaines déferlaient à travers le canyon, rempli de boue et de sable, ils ne gaspillaient pas cette eau. Ils construisaient dans de grands réservoirs en pierre appelés bassins de décantation. L'eau sale s'y installait, et l'eau propre s'écoulait lentement par le haut dans le canal suivant. Ensuite, cette eau se déplaçait vers des réservoirs cachés à travers la ville, stockés en toute sécurité pendant des mois. Ils ont créé un système qui s'étendait sur 200 km, tous taillés dans la pierre, et le résultat était quelque chose d'à peine croyable. Au milieu de ce désert aride, ils avaient des fontaines, des jardins, même une grande piscine près du grand temple, plus grande que ce que de nombreuses villes pouvaient se permettre aujourd'hui. Un endroit sans eau avait plus que ce dont il avait besoin. Ce niveau de contrôle, ce niveau de planification n'appartient pas à une société en difficulté, il appartient à une société puissante. C'est pourquoi ce qui s'est passé ensuite devient si difficile à comprendre, parce qu'une ville construite comme cela, un système aussi avancé, ne devrait pas simplement disparaître. La chute de Petra. À son apogée, Petra n'avait rien à voir avec les ruines vides que les gens voient aujourd'hui. C'était vivant. Une ville de près de 30 000 personnes, un endroit où les cultures se mêlaient, les langues se chevauchaient et la richesse circulait constamment à travers ces étroites allées. Des caravanes transportant de l'encens, de la soie, des épices passaient toutes par ici. Une démonstration de pouvoir, une affirmation que cette ville avait maîtrisé quelque chose que d'autres n'osaient même pas tenter. Mais cet équilibre n'a pas duré éternellement. En 106 de notre ère, l'Empire romain, sous l'empereur Trajan, prit le contrôle du royaume nabatéen. Petra devint une partie d'un système plus vaste. Au début, rien ne semblait aller mal. Les Romains agrandirent la ville, ajoutèrent de longues rues à colonnades, améliorèrent les structures et même agrandirent le théâtre pour accueillir des milliers de personnes supplémentaires. Et puis vint le véritable changement. Pas à cause de la guerre, mais les routes commerciales commencèrent à changer. Au lieu de longues caravanes lentes traversant le désert, Rome commença à privilégier les routes maritimes à travers la mer Rouge. La ville qui se tenait autrefois au centre du commerce mondial était lentement contournée. La richesse ne disparut pas du jour au lendemain. Elle s'éloigna. Les ports voisins devinrent plus forts. D'autres villes prirent le rôle que Petra avait autrefois. Et cet endroit, autrefois essentiel, en 363 de notre ère, un tremblement de terre massif frappa, détruisant de grandes parties de la ville, y compris des sections de son système d'eau vital. Pour une ville désertique, ce n'était pas juste des dégâts, c'était un coup direct à sa survie. Jusqu'à ce qu'un autre tremblement de terre en 550 et un de notre ère frappe à nouveau. Cette fois, les dégâts étaient plus graves. La récupération devint plus difficile. Au 7e siècle, le grand centre commercial s'était réduit à quelque chose de bien plus petit. Maintenant, c'est l'histoire de Petra que la plupart des gens connaissent. Mais ce n'est qu'un côté de l'histoire. Il y a d'autres détails sur cette ville et ses habitants. Cet endroit ne semble plus le même. Le côté obscur de Petra. Il y a quelque chose à propos de Petra que la plupart des gens ne remarquent jamais. Il n'y avait pas de ligne claire entre les vivants et les morts. Ce n'était pas juste une ville avec des tombes à l'extérieur de ses murs. La vie et la mort coexistaient côte à côte. Les familles ne se contentaient pas d'enterrer leurs morts et de partir. À l'intérieur de nombreuses structures se trouvaient des salles avec des bancs en pierre construites pour quelque chose d'inhabituel. Les familles s'asseyaient à l'intérieur des tombes de leurs ancêtres et mangeaient ensemble. Et puis, il y a l'arrangement des morts eux-mêmes. Les 12 squelettes trouvés sous Al-Khazneh n'étaient pas simplement enterrés. Ils étaient placés, préservés d'une manière qui semble presque intentionnelle au-delà de la mort. Dans un endroit qui a connu des guerres, des tremblements de terre et le temps lui-même, ils sont restés intacts, comme si quelque chose les avait protégés. Mais même avant d'atteindre le trésor, quelque chose d'autre se tient silencieusement. D'énormes blocs de pierre. Les habitants les appellent les blocs de djinns. Ce n'étaient pas juste des monuments. C'était des maisons pour des êtres invisibles, des esprits qui observaient, qui restaient, qui suivaient ceux qui montraient du mépris.
Et tandis que les historiens les voient comme des Hitarskotchant, les voient comme des symboles religieux, l'idée elle-même révèle quelque chose de plus profond. Et puis il y a les lieux au-dessus de la ville, des plateformes hautes et plates taillées dans les montagnes, où certains croient que des corps ont autrefois été laissés exposés, laissés aux oiseaux pour dépouiller la chair jusqu'à ce qu'il ne reste que des os propres. Ce n'est qu'alors qu'ils étaient pris et placés dans des tombes. C'est un processus qui change la façon dont vous voyez tout. Même la structure la plus belle ici porte un avertissement. La façade du trésor lui-même est décorée de figures destinées à protéger, y compris des visages comme ceux de Méduse, des symboles utilisés pour éloigner le mal. Les histoires locales parlent encore de sons étranges dans le canyon étroit, des chuchotements qui ne semblent pas lointains, comme si quelque chose était juste derrière vous. Donc, lorsque vous combinez tout cela, les symboles sculptés dans la pierre, cela commence à ressembler à ce que ce n'était pas juste une ville de commerce. Et si vous pensez que tout cela n'est que des histoires ou des légendes, alors vous n'êtes peut-être pas prêt pour ce qui reste encore caché. Les secrets encore enfouis. Ce que vous voyez aujourd'hui à Petra n'est pas la ville entière. Les archéologues estiment qu'environ 85% de Petra est encore enfoui sous terre. Et ce n'est pas juste une supposition aléatoire. Ce chiffre provient du docteur Zaidoun al-Muhaysen, un archéologue jordanien de l'université de Yarmouk, qui a passé des décennies à excavater et à étudier le site. Sur la base d'années de travail sur le terrain, il a conclu que ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une petite fraction de ce qui existe réellement. D'une certaine manière, les gens ne visitent pas seulement Petra. Je crois qu'elle marche dessus. En 2016, des chercheurs utilisant l'imagerie satellite ont découvert une structure massive juste à l'extérieur de la ville principale. Pas une petite ruine, une plateforme géante assez grande pour rivaliser avec les grands monuments, elle était là depuis plus de 2000 ans. Jusqu'à ce que la technologie la détecte enfin. Cette découverte a clairement changé une chose. Petra est beaucoup plus grande que nous le pensons et beaucoup moins comprise. Revenons maintenant à ce qui a été trouvé en 2024. Une chambre scellée, directement sous la structure la plus célèbre de la ville. 12 squelettes, des objets toujours en place. Un moment figé dans le temps. Ce n'était pas aléatoire, c'était un aperçu. Parce que si quelque chose comme cela peut exister juste sous un endroit visité par des millions, alors que contient les 85% restants, peut-être plus de tombes, peut-être des sections entières de la ville encore intactes, ou peut-être des choses que personne n'a même encore imaginées. Que pensez-vous de cela ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, si vous avez aimé cette vidéo. Assurez-vous de lui donner un pouce en l'air. Envisagez également de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, car nous publierons d'autres histoires incroyables comme celle-ci dans les semaines à venir. D'ici là, merci d'avoir regardé.